La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2020. Bonjour les élèves, bonjour également à ceux qui nous suivent, qui ne sont pas nécessairement des élèves. Nous revenons aujourd'hui pour suivre une leçon que nous avions entamée il y a 2 semaines, parce que c'est des séances de 2 heures par semaine, ce qui fait que la leçon a pris autant de temps, mais ce qui fait ça aussi, c'est que la leçon est relativement longue. Et le titre de la leçon est le suivant: les grandes interrogations philosophiques, qui se trouve être dans le premier domaine du programme de philosophie en terminale. Et cette leçon est composée essentiellement de 3 grandes parties. La première partie que nous avons intitulée Grand A porte sur la métaphysique. Pourquoi nous l'avons intitulée l'interrogation métaphysique. La deuxième grande partie, c'est l'interrogation anthropologique. Et la troisième, grand C, l'interrogation axiologique. Bien entendu, ici, axiologique, c'est bien collé. Nous étions en train de réfléchir sur le grand A, l'interrogation métaphysique, et nous nous étions arrêtés sur l'interrogation cartésienne. Et quand nous parlons d'interrogation cartésienne, ça renvoie à Descartes. Donc l'adjectif cartésien renvoie au philosophe René Descartes. 796 1650. C'est un philosophe français du XVIIe siècle. D'ailleurs, l'adjectif est resté dans le vocabulaire français, parce que quand on dit que quelqu'un est un cartésien, aujourd'hui ça signifie quelqu'un qui est méthodique. Ça va être méthodique. Voilà, donc ça c'est le sens de l'adjectif qui est resté dans le vocabulaire que nous utilisons tous les jours. Donc, c'est ça que nous avons examiné la dernière fois. Nous y reviendrons brièvement en guise de rappel tout à l'heure. Le petit 5 maintenant que nous allons voir aujourd'hui porte sur les critiques de la métaphysique. D'où le titre, les critiques portées sur la métaphysique. Et nous verrons en petit a le point de départ kantien, mais je dois dire, avant de poursuivre, que quand nous disons le point de départ kantien, ce n'est pas un point de départ absolu, parce qu'on ne peut pas dire que les critiques de la métaphysique ont commencé avec Kant. Nous avons déjà des philosophes qui ont pris leur distance vis-à-vis de la pensée métaphysique dès l'Antiquité, et on peut citer très rapidement quelqu'un comme Lucrèce et Démocrite. En petit b, nous verrons ce qu'on appelle ces penseurs que l'on appelle les positivistes, mais aussi les néopositivistes qui se trouvent dans la continuité de Kant. Et ils se trouvent être les continuateurs de Kant, même s'il y a un grand malentendu entre eux et Emmanuel Kant. Donc, kantien aussi, l'adjectif kantien va renvoie au philosophe Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand du XVIIIe siècle. Allez. Donc, nous verrons ça en petit b. Et en
petit c, nous avons examiné l'actualité de la pensée métaphysique, c'est-à-dire pourquoi, malgré toutes les critiques qui ont été faites sur cette pensée-là, qui ont porté sur cette pensée-là, la métaphysique reste encore d'actualité. C'est-à-dire, l'homme au fond ne peut pas se défaire, ne peut pas s'empêcher de poser des questions métaphysiques. Et nous verrons les raisons. En grand B, on examinera cette interrogation, l'interrogation anthropologique. Et quand on parle d'anthropologie, l'anthropologie, ça renvoie à l'étude de l'homme, du grec anthropos, qui signifie l'homme, et logos, étude, nous y reviendrons également. L'interrogation axiologique, là, c'est une interrogation qui porte sur les valeurs morales. Là aussi, certainement, nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà très exactement le plan que nous allons suivre aujourd'hui pour dérouler notre leçon. Maintenant, en guise de rappel, qu'est-ce qu'on avait dit sur l'interrogation cartésienne? Nous étions partis sur le fait que René Descartes est héritier de la métaphysique théologique du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge occidental est caractérisé par cette propension des théologiens, c'est-à-dire ces intellectuels religieux, et quand on dit intellectuels religieux, c'est des intellectuels qui ont la foi, n'est-ce pas, qui réfléchissent à partir de leur foi. Et c'est cela qu'on appelle les théologiens. Les théologiens. Que ce soit des théologiens chrétiens, musulmans, juifs ou autres, c'est toujours un homme de foi qui réfléchit de manière philosophique. Et on a eu de grands philosophes théologiens. On peut donner un exemple dans le christianisme avec saint Thomas d'Aquin, dans le monde musulman avec Averroès, Ibn Rushd, et dans le monde juif avec Maïmonide. Ils sont de grands philosophes théologiens. Et le travail qu'ils avaient fait avait consisté à trouver un lien entre la philosophie héritée de l'Antiquité et la pensée religieuse. Et nous avions dit que le résultat final avait été la mise sur pied de ce que l'on appelle la scolastique. C'est quoi la scolastique? La scolastique, c'est le mélange, le produit final entre l'enseignement de la philosophie d'Aristote. Donc, si on schématise, on peut dire Aristote plus la Bible. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous avais parlé la dernière fois de l'ouvrage de saint Thomas au XIIIe siècle, Somme théologique. Et le mot somme est bien révélateur de justement la volonté de saint Thomas, n'est-ce pas? Donc, saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien chrétien, n'est-ce pas, du XIIIe siècle. Donc, et la scolastique, justement, constituait ce savoir dogmatique qui était le seul autorisé. Le seul autorisé. C'est ce qui a fait que Descartes, quand il a été à l'école, il a reçu cet enseignement. Sauf que
il ne l'a pas satisfait. C'est pourquoi il va écrire le discours de la méthode, n'est-ce pas, qui est un ouvrage de René Descartes, publié en 1637, et dont l'objectif était de prendre ses distances avec la scolastique. D'ailleurs, la première partie du livre consiste en une sorte de critique, n'est-ce pas, de la scolastique. Concernant la philosophie, par exemple, il va dire qu'il n'y a rien à la philosophie qu'on ne discute, pour montrer ce caractère polémique de la philosophie, mais une polémique qui n'a pas d'issue. Et le projet de Descartes, au XVIIe siècle, c'est comment mettre fin à toutes ces incertitudes qui caractérisent la scolastique, toute cette confusion de la scolastique. Quoi, nous avions dit, dans son ouvrage intitulé Les principes de la philosophie, donc dans les principes de la philosophie, n'est-ce pas? Au niveau de la préface, Descartes nous fait une métaphore, n'est-ce pas, de l'arbre, qu'on appelle la métaphore arborescente, bien arboresque, n'est-ce pas? Il dit on peut représenter toute la philosophie, ici, je peux utiliser ici, donc, tout l'arbre correspond à la philosophie. Et comme nous le savons, un arbre est composé de 3 parties, n'est-ce pas? Il y a la partie des branches, la partie du tronc et la partie des racines, n'est-ce pas? Donc ici, on a les branches, ici le tronc et là les racines. C'est pourquoi Descartes dit à quoi correspondent les racines. Il dit les racines correspondent à la métaphysique, justement. Correspondent à la métaphysique. Et le tronc, la physique, et les branches, toutes les autres sciences qu'on peut réduire à 3, à savoir la morale, la mécanique et la médecine. Et qu'est-ce que Descartes voulait montrer par là? C'est que qui parle de racines dans un arbre parle de la partie la plus importante. Parce qu'on ne peut pas avoir un arbre s'il n'y a pas de racines. C'est à partir des racines que l'arbre parvient à vivre. Descartes voulait dire par là aussi que sans métaphysique aussi, il ne peut pas y avoir de physique, de science, il ne peut pas y avoir de mécanique, il ne peut pas y avoir de médecine. Et ça, par rapport à aujourd'hui, ça peut étonner, parce que de plus en plus, c'est l'inverse qui a tendance à être défendu, que c'est la science qui produit, n'est-ce pas, le questionnement philosophique. Alors que pour Descartes, le questionnement philosophique, métaphysique est le soubassement des questionnements scientifiques. C'est ça qui explique pourquoi l'entreprise de Descartes commence par la métaphysique, par son fameux doute. Parce que
pour les raisons dont nous venons de parler tout à l'heure, si la métaphysique constitue réellement le fondement du savoir, s'il y a quelque chose à fonder, ça ne peut être que la métaphysique. C'est pourquoi Descartes, qui était à la recherche d'un savoir sûr, c'est le terme qu'il utilise avec assurance, c'est cette expression qu'il utilise dans le discours de la méthode, parce que l'image qu'il donne, il dit c'est comme si j'étais sur un sable mouvant. Comme tout le monde sait qu'un sable mouvant, il est difficile d'avoir un équilibre. Donc, la scolastique en tant que savoir dogmatique ne permettait pas à Descartes d'avoir une connaissance certaine, assurée, indubitable, c'est-à-dire par rapport à laquelle on ne peut émettre aucun doute. Et son objectif, c'est de voir s'il peut y avoir un savoir sûr, solide, par rapport auquel on ne peut émettre aucun doute, même venant des sceptiques. Et la fameuse décision qu'il va prendre, c'est celle-là dont nous avions parlé la dernière fois, c'est le fait de douter. Et nous avions défini le doute comme une suspension du jugement. Le doute est effectivement une suspension du jugement. Celui qui doute, il ne dit pas a priori c'est vrai ou c'est faux, il se donne le temps de la réflexion. Et l'image qu'il donne dans un autre livre, les méditations métaphysiques, donc un autre livre de Descartes, donc les méditations métaphysiques, c'est l'image du panier de pommes. Descartes dit, considérons notre tête comme étant un panier de pommes où il y a des pommes certainement bonnes et des pommes certainement pourries. L'entreprise du doute consiste à faire quoi? Comment faire en sorte que dans mon panier, qu'il n'y reste que des pommes bonnes. Descartes dit, et c'est ça ce qui est censé, il faut prendre chaque pomme, verser toutes les pommes par terre et les vérifier les unes après les autres. S'il s'avère qu'il y a une pomme qui n'a rien, on remet dans le panier. Si une pomme est pourrie, on jette à la poubelle. Douter également consiste effectivement à faire cette opération de tri. C'est pourquoi d'ailleurs un continuateur en même temps ayant rompu avec lui, un philosophe comme Husserl, n'est-ce pas, Edmund Husserl, un philosophe allemand, va dire que quiconque n'a pas fait cette opération dont parle Descartes ne peut pas se dire philosophe. Il faut bien à un certain moment de la vie de l'individu qu'il prenne du recul, un recul par rapport à tout ce qu'il a reçu comme savoir. Parce que l'enfance, et Descartes en parle dans la première partie du méthode, est caractérisée par le fait qu'on nous inculque énormément de savoir, énormément de croyances, au point que nous ne nous apercevons pas que ce n'est pas toujours vrai. Et le savoir dans lequel on est éduqué, on a tendance à penser que c'est le seul savoir qui vaille. La croyance dans laquelle on a été élevé, on a tendance à penser qu'elle est la meilleure que celle de tout le monde. Pourquoi, justement, ce doute-là, on l'avait dit, va porter sur les moyens que l'homme utilise d'habitude pour connaître, à savoir les sens, et nous avions bien montré en quoi les sens nous trompent. Le fait de voir quelque chose, le fait d'entendre quelque chose, le fait de toucher quelque chose, ne donne pas a priori une vérité sur cela. Donc, pour qui veut connaître, qui veut accéder à la vérité, il doit se méfier, n'est-ce pas, des pièges de ses sens. Et j'en avais profité d'ailleurs pour dire que combien de fois on fait du tort à certaines personnes en les accusant de beaucoup de choses sur la base d'un simple regard, qu'on les aurait vus faire telle chose, alors qu'en réalité on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'ils ont fait.
Voilà. L'homme du sens commun a tendance à juger. D'habitude, quand vous demandez à quelqu'un qui vous l'a dit, vous dites je l'ai entendu. Voilà. Et lui, l'oreille n'est pas un critère sûr de vérité. C'est pourquoi, pour Descartes, nous devons nous méfier de nos sens. Les sens ne sont pas des gages de véracité. Mais autant il faut se méfier des sens, nous devons nous méfier également de notre imagination. Parce que l'imagination est sans borne. On peut imaginer tout ce que l'on veut. Même si par ailleurs, Descartes donne une définition assez particulière de l'imagination dans laquelle nous n'allons pas entrer. Pour radicaliser son doute également, Descartes va parler d'un Dieu trompeur. Parce qu'il nous dit, quelqu'un pourrait dire que vous avez beau douter, mais vous ne pouvez pas douter des vérités mathématiques. 2 et 2 sont forcément égales à 4. Descartes dit non. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas un Dieu, quelque part, qui nous a fait, qui a fait de nous notre tête, de telle sorte que si nous disons 2 et 2, ça donne clairement 4. Est-ce que ce même Dieu n'a pas fait d'autres êtres dans un autre monde avec un cerveau différent où 2 et 2 ne sont pas égales à 4 mais sont égales à 5 clairement? On peut très bien poser une telle hypothèse. Mais si le concept de Dieu trompeur gêne Descartes, on peut le remplacer par le malingénie, dont toute l'activité consiste à chercher à tromper l'homme. Voilà, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avions dit le doute cartésien se caractérise par la radicalité. Donc c'est un doute radical qui ne laisse rien de côté, parce que Descartes va douter même de lui-même. Donc, douter de lui-même. Et j'avais expliqué également comment on peut douter de soi-même. Descartes nous dit, qu'est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas en train de rêver? Qu'est-ce qui différencie la réalité de l'irréalité? Combien de fois, en étant en train de dormir, nous pensons que nous sommes dans une réalité absolue? Il a fallu que nous nous réveillions pour qu'on s'aperçoive que c'était un rêve. Donc, à quel moment l'homme, l'individu peut être sûr qu'il ne rêve pas? C'est ça la radicalité du doute. C'est un doute qui touche presque à tout. Donc, il y a également le caractère méthodique. On en avait parlé, méthodique ou heuristique, parce que le doute cartésien est différent du doute des sceptiques. Parce que on a bien expliqué, les collègues ont bien expliqué aux élèves, le scepticisme, qui est un courant philosophique qui pose l'impossibilité d'accéder à la vérité. Ce qu'on appelle les sceptiques. SC. Pour les sceptiques, la vérité est inaccessible. C'est pourquoi Descartes, qui veut lui trouver une vérité sûre, a toujours dans sa ligne de mire, si je puis m'exprimer ainsi, les sceptiques. Et on y reviendra tout à l'heure, quand il va découvrir sa première vérité, il fait tout de suite un clin d'œil aux sceptiques, en disant que même les sceptiques, même l'extravagance, la bizarrerie des sceptiques ne pourrait pas remettre en cause une telle vérité. Et nous avions dit également que le doute, en plus d'être méthodique, est hyperbolique. Hyperbolique, c'est-à-dire exagéré. Parce que Descartes va en arriver à douter de choses qui vraiment semblent être vraies. Le vraisemblable. Vous voyez? Ainsi de suite. Tout ça, on en avait parlé. Et c'est ça qui va amener Descartes maintenant à se dire, mais si je doute de tout, il y a quelque chose auquel je ne peux pas douter quand même. Dire, à chaque fois que je dis, je doute, il y a nécessairement quelqu'un
d'où provient ce doute. Donc quelqu'un qui doute. Sinon, le doute en lui-même ne serait pas. J'avais donné des images en disant, par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça signifie qu'à chaque fois qu'on aperçoit de la fumée, on a tendance à dire qu'il y a un feu. Parce que l'existence de la fumée est corrélée et liée au feu. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui fait ombre. Voilà. Descartes dit aussi, il n'y a pas de doute sans quelqu'un qui doute. Or, nous avions dit, douter. Si je dis je doute, je peux dire je pense. Parce que quelqu'un qui est en train de douter, c'est quelqu'un qui est en train de penser. Et ce que nous avons dit tout à l'heure reste valable. On ne peut pas non plus penser si il n'y a pas quelqu'un qui pense. Ce qui avait amené Descartes à dire la chose suivante, que à chaque fois que je pense, je peux dire donc je suis. Traduit en latin, ça donne cogito ergo sum. Nous avions montré dans la leçon sur la conscience que ce qui permet de poser une telle vérité, c'est que dans l'instant où nous pensons, c'est la conscience qui nous fait savoir que celui-là qui est en train de penser, c'est bien vous. Parce que, rappelez-vous la définition que nous avions donnée de la conscience à part de son étymologie, cum essentia, c'est-à-dire ce qui est accompagné de savoir. Donc, à chaque fois qu'on est conscient, cette conscience-là nous permet de savoir ce que nous faisons. Et ici, quand nous pensons, c'est la conscience qui nous connecte avec notre existence. C'est en étant en train de penser que je m'aperçois. Quand je dis souvent aux élèves, il y a des vérités philosophiques, pour les comprendre, il faut essayer de les vivre. Il faut essayer de faire comme Descartes a fait. Sinon, ça n'apparaît que comme des phrases comme ça. Et on ne parvient pas à vivre la vraie quintessence de l'affirmation. Voilà. C'est ça aussi une façon d'apprendre la philosophie. Il ne s'agit pas de mémoriser des formules, mémoriser des phrases. Il faut essayer de vivre l'expérience que les philosophes ont vécue pour pouvoir comprendre radicalement pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit. Et ça, on le voit nettement ici, quand Descartes dit « je pense, donc je suis », c'est dans la 4e partie du discours de la méthode. Et j'avais dit, d'ailleurs, la dernière fois, que Descartes, parce que comme le discours de la méthode était destiné à tout le monde, pas seulement aux philosophes, Descartes était moins rigoureux dans la formulation des choses. Parce que c'est un ouvrage de vulgarisation destiné aux non-philosophes et aux philosophes. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, il ne fallait pas compliquer quoi que ce soit. Mais quand il reprend la même phrase maintenant dans un ouvrage destiné aux philosophes, les méditations métaphysiques dont je parlais tout à l'heure, il y a un changement que Descartes opère. Il dit « je pense, je suis ». Et le donc disparaît. Pourquoi le donc disparaît? Parce que Descartes ne veut pas donner l'impression que le fait d'être est une conséquence du fait de penser. Ce n'est pas parce que je pense que j'existe, mais c'est en étant en train de penser que j'existe. Les deux vont ensemble. Il y a ici une sorte de simultanéité. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi j'avais parlé de l'image du recto et du verso de la feuille. De la même façon qu'on ne peut pas séparer le recto et le verso d'une feuille, on ne peut pas non plus séparer le fait de penser et le fait d'exister. Les deux vont ensemble. Quand je pense, j'existe. Mais je ne peux pas penser si je n'existe pas. Je répète. C'est quand je pense que je m'aperçois que j'existe, mais je ne peux pas non plus exister si je ne suis pas en train de penser.
Je ne peux pas en train de penser si je n'existe pas. Les deux se donnent toujours en même temps. L'une n'est pas la conséquence de l'autre. C'est pourquoi, ici, la volonté de Descartes, en enlevant le dôme, c'est de montrer cette simultanéité. Maintenant, une fois que cette vérité est établie, Descartes va en tirer toutes les conséquences. Je l'ai dit la dernière fois, la première conséquence, c'est de disposer d'un critère du vrai. Comme ce qui l'intéresse, c'est d'établir des vérités sûres, solides. Il dit, on a là une première vérité, que l'on appelle le premier principe de la philosophie. Le premier principe de la philosophie. Il dit, c'est la première vérité à laquelle on peut avoir confiance. Donc ici, le premier principe de la philosophie. Donc ici, premier principe. La première vérité de la philosophie. Pourquoi le cogito a cette célébrité, a cette aura dans la philosophie? Descartes considère le cogito comme... Avant le cogito, rien n'est sûr, rien n'est certain, on est dans le doute. Mais on commence à être sûr de quelque chose avec le cogito. Vraiment, c'est l'épine dorsale, c'est la colonne vertébrale de la métaphysique cartésienne. C'est la première certitude à laquelle nous pouvons avoir confiance. C'est pourquoi Descartes dit, désormais, pour qu'on soit sûr d'une autre vérité, il faudra que cette vérité ressemble au cogito. Quand je parle de critères, d'étalons du vrai, et comment est le cogito? Descartes nous dit, le cogito est clair et distinct. C'est la clarté et la distinction qui constituent désormais le critère d'une vérité. Pour qu'une vérité soit acceptable, il faut qu'elle soit claire, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune obscurité, qu'elle soit distincte, qu'on ne doit pas la confondre avec une autre vérité, comme le cogito. Parce que quand je pense, effectivement, il m'apparaît clairement que je ne pourrais pas penser si moi qui suis en train de penser, je n'existe pas. C'est clair. Pourquoi je parlais tout à l'heure de vivre cette vérité-là pour comprendre ce que Descartes a voulu dire. Donc, on a un critère du vrai qui est la clarté et la distinction. C'est maintenant la torche qui va permettre à Descartes, n'est-ce pas, de cheminer dans l'obscurité du monde. Il a une torche, il a une balance pour peser les vérités. Il peut s'attaquer maintenant aux différentes questions métaphysiques. Et la première question à laquelle il va s'attaquer, c'est la question de la définition de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Il dit, mais regardons, du doute, quand nous étions partis du doute, jusqu'à la découverte du cogito, en aucun moment il n'a été question du corps. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que ce qui nous caractérise, ce n'est pas le corps, c'est notre pensée. Donc si nous devons définir l'homme, on ne doit pas le définir par son corps, parce que le corps, nous le partageons avec les animaux. Nous avons le même physique, à part la morphologie, nous avons quasiment les mêmes organes, nous avons même le même principe de métabolisme de notre corps, nous fonctionnons comme les animaux. C'est pourquoi j'avais dit, il va beaucoup heurter Descartes la sensibilité des protecteurs des animaux en considérant que les animaux au fond ne sont que des machines, c'est des machines vivantes. Le concept d'animal-machine chez Descartes, effectivement, signifie cela. Donc, quand il dit qu'est-ce que l'homme, il dit l'homme est un être dont toute l'essence n'est que de penser. Donc ici, voilà la définition qu'il va donner à l'homme. L'homme est un être
dont toute l'essence n'est que de pensée. Autrement dit, une res cogitans. Res, chose ou substance pensant, cogitans. Cela veut dire quoi? Que l'homme est un être, une substance, ce qui ne change pas. Sub en latin, star, ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas et qui définit l'ensemble des humains, c'est la pensée. C'est la pensée qui nous caractérise. C'est la pensée que nous avons en propre et qui nous distingue des bêtes. Pourquoi? Ce n'est pas étonnant qu'on considère Descartes comme étant le père du rationalisme moderne. Parce que dans la pensée, il y a une faculté qu'on appelle la raison. Et qui est la faculté, n'est-ce pas, maîtresse qu'utilisent les philosophes. Mais Descartes ne va pas s'arrêter à ça, à cette définition de l'homme. Il va également procéder aux démonstrations de l'existence de Dieu. Toujours dans cette quatrième partie, Descartes va dire pourquoi il a besoin de prouver que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existe pas, quelle que soit la clarté et la distinction du cogito, on ne peut pas être totalement sûr qu'on ne se trompe pas. Rappelez-vous tout à l'heure, nous avions dit 2 plus 2 égale à 4. Ça nous semble mathématiquement irréfutable, vraiment irréfutable. Mais Descartes nous avait dit, par le concept de Dieu trompeur, qu'on peut très bien, effectivement, imaginer un autre monde où Dieu a fait des êtres avec un cerveau tel que 2 plus 2 soit égal à 5. Mais qu'est-ce qui empêche, à partir du moment où Dieu, quand il existe, on ne peut plus penser que 2 plus 2, qui était clairement et distinctement égal à 4, soit égal à 5. Descartes dit, si Dieu existe. Parce que si Dieu existe, il ne peut pas nous faire de telle sorte que 2 plus 2 soit clairement égal à 4 et qu'il fasse d'autres êtres où 2 plus 2 ferait 5. S'il le faisait, il chercherait à nous tromper. Et chercher à tromper, c'est un défaut. Et un Dieu ne peut pas avoir de défaut. Donc, si Dieu existe, c'est lui qui va garantir. C'est pourquoi le rôle que Dieu va jouer dans la métaphysique cartésienne, c'est le rôle de garant du vrai. C'est en définitive Dieu qui nous garantit la vérité. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Le fait que Dieu existe également nous garantit la permanence de notre existence. Parce que nous avons dit tout à l'heure que pour s'apercevoir que nous existons, il faut que nous pensions. La phrase c'est « je pense ». Et la question qu'on lui a posée est « si je ne pense pas ?» Parce que je ne peux pas être en permanence. Parfois je dors. Parfois je suis distrait par autre chose. Descartes dit « quand je ne pense pas, c'est Dieu qui continue à m'assurer mon existence. » Parce que lui, il ne dort pas. Il n'a pas les défauts, les faiblesses, les imperfections d'un être humain. Donc, Dieu, dans la métaphysique cartésienne, ne joue pas seulement le rôle de garant du vrai, mais permet également de maintenir la permanence de notre existence. C'est pourquoi j'avais terminé sur ça la dernière fois, en disant que Descartes va procéder par 3 fois à la démonstration de l'existence de Dieu. Ce que les existentialistes athées, comme Sartre, vont lui reprocher fondamentalement. Peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, il y a ici 3 démonstrations de l'existence de Dieu. Pourquoi ceux qui ont tendance à
considérer les philosophes comme des athées de la méconnaissance de la philosophie. Certainement, ils n'ont pas fait la philosophie, ou bien ils font délibérément des jugements arbitraires. Parce que si nous devions compter, il y a plus de philosophes croyants que de philosophes non croyants. Et Descartes est un bel exemple de ces philosophes-là qui ne se contentent pas de croire, parce que dans la troisième partie d'ailleurs, il met la religion entre parenthèses, parce que ce qu'il veut démontrer, il veut le démontrer par la raison. Ouais. Donc cette démonstration-là, ce n'est pas de la foi qui parle, c'est la raison qui essaie d'établir ce pourquoi Dieu ne peut pas ne pas exister. Et là, on a une première démonstration ici. Première démonstration. Ok? Et Descartes le fait par l'idée d'imperfection. L'idée d'imperfection. Que dit Descartes dans cette démonstration? Descartes nous dit, remarquez, quand nous doutons, nous avons là la preuve que nous sommes imparfaits. Parce que celui qui est parfait ne doute pas, il connaît tout de suite la vérité, entièrement la vérité. Donc, si on est obligé de douter, ça signifie qu'il nous manque quelque chose. Première chose. Deuxième étape, Descartes nous dit, mais même si nous sommes imparfaits, même si nous venons de constater que nous sommes imparfaits, nous ne pouvons pas nous empêcher à chaque fois de penser à la perfection. Comme disait Aristote, l'homme est une fenêtre ouverte sur cette perfection de Dieu. L'homme, c'est l'homme qui essaie de tendre vers la perfection divine. Donc Descartes dit, mais qui a mis cette idée de perfection en nous alors que nous ne sommes pas parfaits? Parce que si c'était nous, on aurait pu par la même occasion être parfaits. Donc ce n'est pas nous. Est-ce que ce sont les animaux ou bien les choses? Descartes dit non plus. Parce que comme l'homme est supérieur à ces animaux-là, parce que nous avons une raison, eux ils n'en ont pas, si nous ne sommes pas capables de nous mettre l'idée de perfection, les animaux, les choses ne peuvent pas non plus nous mettre cette idée. Ce qui l'amène à dire, celui qui a mis cette idée-là en nous est forcément un être qui nous est supérieur. Et cet être-là ne peut être que Dieu. Voilà l'aboutissement de la première démonstration par l'idée d'imperfection. Mais il dit, ça ne suffit pas. Je peux donner une deuxième preuve que Dieu existe. Donc, deuxième démonstration. Cette fois-ci, c'est par l'existence imparfaite, n'est-ce pas, de l'homme. Descartes nous dit, si vous regardez un tant soit peu notre existence, nous avons une existence qui ne nous satisfait pas. Nous tombons malades, alors que nous aurions voulu ne jamais tomber malades. Nous sommes mortels, alors que si on pouvait, on ne mourrait pas. Nous vieillissons, alors que nous aurions préféré ne pas vieillir, ainsi de suite. L'existence que nous menons n'est pas celle que nous aurions voulu avoir. Donc nous avons une existence imparfaite. Et nous en sommes conscients. Voilà. Et ça renvoie un peu à ce concept hegelien de conscience malheureuse. L'homme a une conscience malheureuse pour cette raison, parce qu'il est imparfait et il sait qu'il est imparfait. Maintenant, si nous constatons notre imperfection, il doit y avoir forcément un être chez qui il n'y a pas cette imperfection, dont l'existence est parfaite. Et comme ce n'est pas nous, et ça ne peut pas non plus les autres êtres qui nous sont inférieurs, ça ne peut être que Dieu. C'est un être chez qui se trouve tout ce qui nous manque. Quand nous sommes mortels, lui il est immortel. Quand nous sommes ignorants, lui il est savant, omniscient.
etc., etc. Ce qu'Aristote appelle un peu la théologie négative. Voilà. Troisième, maintenant, démonstration. L'existence de Dieu, cette fois-ci par l'argument ontologique. Que dit Descartes? À ce moment-là, et cet argument, originairement, a été mis sur pied par saint Anselme, un théologien justement chrétien. Et l'argument ontologique nous dit, si vous avez l'idée de Dieu, cette idée ne peut pas ne pas aller avec les attributs qui vont avec lui fondamentalement, à savoir l'omniscience. Dieu est omniscient, l'omniprésence, n'est-ce pas? Et donc l'omnipotence. L'omnipotence. Dieu sait tout, l'omniscience. Dieu est partout. L'omniprésence. Dieu peut tout, il est omnipotent. Or, si nous posons que Dieu est partout, ce serait contradictoire de dire qu'il est partout et il n'existe pas. Si nous disons que Dieu est omnipotent, il serait contradictoire, nous entrions dans la contradiction si nous disons que Dieu peut tout, mais il ne peut pas se faire exister. C'est pourquoi Descartes dit, dès le moment où nous concevons l'idée de Dieu, ça implique forcément son existence. Voilà comment s'effectue cette troisième démonstration de l'existence de Dieu. Et comme je l'ai dit, le fait de montrer, de valider l'existence de Dieu va permettre maintenant à Descartes de prendre Dieu comme celui qui va garantir les vérités, comme celui qui va assurer la permanence de notre existence. Maintenant, ces conclusions de Descartes ne vont pas être partagées par tous les philosophes qui sont venus après lui, à commencer par ses continuateurs, les cartésiens. C'est pourquoi on ne peut pas mettre toutes les métaphysiques dans le cadre de ce cours-là, mais si nous prenions le temps d'examiner la métaphysique de Spinoza, elle est très différente de celle de Descartes, bien qu'il y ait quelques similitudes, mais fondamentalement, c'est deux métaphysiques différentes. Pourtant, Spinoza est catalogué cartésien. C'est la même chose avec Leibniz, c'est la même chose avec Malebranche, tous sont des cartésiens, mais leur développement ne recoupe pas entièrement la métaphysique de Descartes. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand je déclinais le plan de la leçon, j'avais dit que si je mets ici point de départ kantien, ça ne veut pas dire absolument que la critique de la métaphysique a commencé avec Kant. Pas du tout. Ça a commencé déjà avec les cartésiens, ça a commencé déjà avec les philosophes de l'Antiquité, bien avant Descartes. N'est-ce pas? On peut mettre les atomistes, bien les matérialistes, n'est-ce pas? On peut les citer ici, c'est toujours important de le noter, les atomistes de l'Antiquité, comme Démocrite, ou le cite. On peut également mettre les matérialistes, toujours de l'Antiquité, comme Lucrèce, sur lesquels d'ailleurs
Karl Marx, déjà les Feuerbach vont considérablement s'appuyer pour développer leur philosophie. Donc, vraiment, c'est une clarification. Hein, ici, quand nous disons le point de départ kantien, ça ne veut pas dire que tout a commencé avec Kant. Mais nous verrons tout à l'heure pourquoi j'ai mis ce titre-là. Ce titre. Donc, nous allons entamer les critiques portées sur la métaphysique. Et nous commençons par ce philosophe dont j'ai parlé tout à l'heure, du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant. Un monument de la philosophie allemande et même de la philosophie mondiale. Et le livre de Kant qui nous intéresse particulièrement dans cette critique, justement, c'est Critique de la raison pure. Je trouve être le livre fondamental dans lequel Kant déroule sa pensée métaphysique. Ce qui ne veut pas dire que c'est uniquement dans ce livre où on retrouve des réflexions métaphysiques de Kant, mais on est bien d'accord que c'est le livre le plus important de la pensée métaphysique kantienne. Et maintenant, qu'est-ce qui a gêné? La question que nous devons nous poser ici, c'est qu'est-ce qui a gêné Kant dans la métaphysique cartésienne? Nous pouvons le dire tout de suite que ce qui a gêné Kant, c'est cette confiance totale placée sur la raison par les rationalistes. Ça ne date pas du Kant de Descartes. Depuis Platon, depuis Aristote, on ne s'est jamais demandé cet instrument que l'on utilise en philosophie, la raison. Est-ce qu'elle est apte à nous faire découvrir réellement la vérité? Si je voulais donner une image, c'est comme si je disais, ayant un véhicule, je me pose la question, est-ce que ce véhicule est capable, a les moyens de m'amener à Tambacounda? Si je fais confiance a priori à mon véhicule, sans procéder à des vérifications, j'ai cette attitude que dénonçait Kant vis-à-vis des rationalistes par rapport à la raison. Si, au contraire, je me pose la question de savoir si le véhicule est réellement capable de m'amener à Tambacounda, je suis dans une attitude kantienne. Parce qu'effectivement, Kant va s'interroger sur les pouvoirs de la raison. Les pouvoirs. Les capacités de la raison. Est-ce que cet instrument-là que nous utilisons pour chercher les vérités scientifiques, parce qu'il faut ça aussi qu'on le précise, la raison n'est pas seulement utilisée par les philosophes. Quand je dis très souvent aux élèves, quand vous avez un sujet dans lequel il y a le mot la raison, il ne faut pas limiter, si on ne précise pas de quelle raison on parle, il ne faut pas limiter la réflexion à la philosophie. Parce que les scientifiques également utilisent la raison.
Donc la critique kantienne n'est pas entièrement, exclusivement, je dois dire, philosophique, ça touche aussi la science. Parce que qu'est-ce que Kant va dire? Il dit, si nous prenons la raison, cette raison-là dont nous parlons, elle porte sur deux ordres de phénomènes, sur deux ordres de réalité. Les phénomènes, appelle les phénomènes du pas et les noumènes. Quand la raison porte sur les phénomènes, nous sommes dans le domaine de la science. Nous sommes ici en science. Quand la raison porte sur les noumènes, nous sommes dans le domaine de la métaphysique. Donc, de la philosophie. Et c'est quoi un phénomène? Nous dit Kant. Quand on dit un phénomène, c'est tout ce qui peut être l'objet d'une expérience. Tout ce sur quoi il est possible de faire une expérience, on peut l'appeler un phénomène. Phénoménon en latin, c'est ce qui se donne à voir. C'est ce qui se donne à constater. Donc l'eau est un phénomène. Un arbre, c'est un phénomène. L'air, on peut dire c'est un phénomène, même si on ne peut pas le voir, mais on peut établir son existence. Alors que, au contraire, le noumène, c'est tout ce qui ne peut être l'objet d'une expérience. On a dit le noumène pour la chose en soi, on dit noumène ou également chose en soi, chose en soi échappe à l'homme en termes de possibilité d'accès. L'homme n'a pas accès au noumène parce que le noumène, si nous prenons Dieu, par exemple, c'est un noumène, on ne peut pas en faire l'expérience. Si nous prenons l'âme, c'est un noumène parce que si on faisait la dissection du corps de l'homme, on ne trouverait aucun organe, aucun tissu qui correspondrait à une âme. Le néant, etc., on a affaire à des noumènes. Non. Quelles sont les conséquences de cela? Quand la raison s'applique à la science, quand on utilise la raison dans le domaine scientifique en s'interrogeant sur les phénomènes, il est possible, comme nous l'avons dit, de faire des expériences. Donc ici, il est possible de faire des expériences. Si je dis l'eau bout à 100 degrés, un autre dire l'eau bout à 90 degrés, l'autre à 70 degrés, l'eau est là. On peut la faire bouillir et mettre un thermomètre là-dedans. Si on fait bouillir l'eau, donc on fait une expérience, et on met le thermomètre, ça donne 100, ceux qui avaient dit 80, ceux qui avaient dit 70 vont abandonner leur opinion et vont me rejoindre dans mon jugement. C'est pourquoi quand on nous dit, avec l'expérimentation, n'est-ce pas, on parvient à établir, n'est-ce pas, des preuves. Des preuves aux vérités
Et là où il y a des preuves, il y a l'unanimité. Il y a l'universalité. Par conséquent, il y a le progrès. C'est ça qui explique, nous dit Kant, que la science est le seul domaine, est la seule discipline qui établit des vérités apodictiques. C'est-à-dire des vérités sûres, des vérités que l'on peut vérifier. Et c'est ça qui explique qu'il n'y a pas cet éternel débat, cette éternelle polémique en science. Parce que ce sur quoi réfléchissent les scientifiques, mis à part les mathématiques, c'est des phénomènes. Et par les phénomènes, il est possible de faire des expériences. Et par les expériences, on peut savoir qui a raison, qui a tort. Par conséquent, on peut départager les différentes opinions concernant une chose. Mais faisons la même chose avec la raison. Cette même raison utilisée dans le domaine métaphysique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas deux raisons. C'est la même raison qui, à un moment, est utilisée en science, à un autre moment, utilisée en philosophie, en métaphysique. Mais sauf que, ici, quand nous sommes dans les domaines des noumènes, l'expérimentation n'est pas possible. Ici, l'expérimentation est impossible. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir de preuves. Donc, impossible également d'avoir des preuves. D'avoir des preuves. Et là où il est impossible d'avoir des preuves, il ne peut pas y avoir de consensus. Donc ici, la conséquence de tout cela, c'est ici l'absence de consensus, d'unanimité, d'universalité. C'est ce qui a amené Kant à comparer la métaphysique à un vaste champ de bataille où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il dit, la métaphysique est un champ de bataille où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Celui qui dit que Dieu existe, il ne peut pas le prouver scientifiquement. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, il ne peut pas non plus le prouver scientifiquement. Pourquoi? Parce que personne, aucun des deux, ne pourra établir ce qu'il a dit par une expérimentation qui permettrait de valider sa position. Conséquence, il arrive donc très souvent que dans le domaine de la métaphysique, qu'on soit confronté à ce que Kant appelle des antinomies. C'est quoi une antinomie? Dans la terminologie kantienne, une antinomie, c'est une impasse de la raison. Vraiment, c'est ça une antinomie, c'est une impasse de la raison. C'est quand la raison se trouve dans une situation d'indécidabilité. Dieu existe-t-il? Je ne peux pas affirmer que Dieu existe et le prouver, mais je ne peux pas non plus affirmer que Dieu n'existe pas et le prouver. Quand je suis confronté à ce genre d'impasse,
C'est cela que Kant appelle une antinomie. C'est la même chose quand je dis l'âme est mortelle, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, tout disparaît en lui. Si je le dis, je ne peux pas le prouver scientifiquement. Si je dis aussi que l'âme est immortelle, c'est-à-dire il y a une continuité de l'âme après la disparition du corps, là non plus, je ne pourrais pas le prouver scientifiquement. De telle sorte que la raison est bloquée, et si la raison est bloquée, quand on dit il n'y a que deux possibilités, il n'y a que deux possibilités, soit elle tombe dans le scepticisme, soit elle formule des postulats. Et Kant doit choisir la deuxième position. C'est pourquoi Kant ne peut pas être catalogué sceptique, mais plutôt il est un agnostique. L'agnostique croit à l'existence de la vérité, même si elle est momentanément inaccessible. Alors que le sceptique, lui, rejette carrément la possibilité définitive d'accéder à la vérité. De telle sorte que, quand nous sommes confrontés à une antinomie, Kant dit, au lieu de tomber dans le scepticisme, faisons des postulats. C'est quoi un postulat? C'est une hypothèse que l'on pose, n'est-ce pas, et qui est beaucoup plus féconde que son absence. Parce que, entre Dieu existe et Dieu n'existe pas, si je dis Dieu n'existe pas, qu'est-ce que cela peut me servir? Quand tu dis postulons, posons que Dieu existe. Et en posant que Dieu existe, j'ai fait un postulat. Je n'ai pas la preuve que Dieu existe. C'est pourquoi, avec les postulats, nous entrons dans le domaine de la foi. Nous sommes dans le domaine de la croyance. D'où cette fameuse phrase de Kant dans cet ouvrage dont j'ai parlé au début, Critique de la raison pure, où il dit « J'ai dû abolir le savoir pour faire place à la foi, à la croyance. J'ai dû, j'ai été obligé. » Avec les noumènes, quand on arrive, quand on est bloqué par une antinomie, soit on renonce à la recherche et on tombe dans le scepticisme, on démissionne, ou bien on pose des postulats en attendant que cela puisse être débloqué. C'est pourquoi la métaphysique de Kant, contrairement à ce que les positivistes y verront, n'est pas une métaphysique, n'est pas une critique contre la métaphysique. Il est bon que les élèves le sachent. Ici, le mot critique ne signifie pas un rejet de la métaphysique. Kant ne rejette pas, mais sa critique a comme objectif de déblayer le terrain. Et ça renvoie à un autre de ses ouvrages, Prolegomène à toute métaphysique future, où il essaie de dire, si nous voulons demain une métaphysique qui parvient à des vérités comme celle de la science, où on pourra avoir une unanimité, universalité, quelles sont les conditions? Voilà, métaphysique de Kant n'est pas anti-métaphysique. Il n'est pas contre la métaphysique. Il a cherché seulement à mettre le doigt sur les faiblesses de la pensée métaphysique et il l'a montré par une critique de la raison. C'est pourquoi la philosophie de Kant non plus
n'est pas une critique dirigée vers des philosophies ou bien des philosophes. Sa cible principale, c'est la raison. Cet instrument que l'on utilise et auquel nous avons une confiance aveugle. Quand tu dis non, il faut qu'on fasse une enquête sur la raison. Comme les Spinoza, les Leibniz ont fait une enquête sur l'entendement humain. Pratiquement tous ont publié un ouvrage sur l'enquête, sur cette enquête, n'est-ce pas, de l'entendement, cette autre faculté de l'esprit qui permet à l'homme de comprendre. Okay? Donc, si ici on a des vérités apodictiques sûres, ici on n'a que des vérités assertoriques, des vérités qui ne sont pas apodictiques, qui se basent seulement sur les hypothèses. Mais quand on nous dit, c'est le prix à payer pour avoir une éthique qui puisse nous permettre de vivre convenablement, de façon harmonieuse dans la société. C'est pourquoi, après la critique de la raison pure, viendra la critique de la raison pratique, où la transition est toute trouvée maintenant pour fonder la morale. Parce que pratique signifie chez Kant la morale. Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre leçon d'aujourd'hui, la morale kantienne, qui est très très intéressante également, et peut-être, je dis vraiment peut-être, on aura l'occasion d'y revenir. Mais retenons, concernant Kant, que si nous parlons de point de départ kantien, c'est à cause de ce que nous venons d'expliquer. Tout simplement. Il a essayé de montrer pour quelle raison la métaphysique ne parvient pas à connaître le progrès, l'unanimité, l'universalité constatée dans le domaine scientifique. Malheureusement, pour lui, cela qu'on appelle les positivistes, les néo-positivistes, de manière générale, cela qu'on appelle les scientistes, vont se saisir de l'occasion pour discréditer totalement la pensée métaphysique. Pourquoi? Le grand malentendu ici, c'est de penser que les positivistes sont dans une sorte de continuité de la métaphysique kantienne en termes de critique. Non, je l'ai dit et je le redis, Kant, en critiquant la métaphysique, n'est pas opposé à la pensée métaphysique. Il a seulement voulu déblayer le terrain, préparer pour qu'on ait un jour une métaphysique qui ait les mêmes qualités que la pensée scientifique en termes d'unanimité, en termes d'universalité, en termes de progrès. Mais, comme je l'ai dit, cela qu'on appelle les scientistes. Et qu'est-ce qu'un scientiste? On avait fait la différence quand nous avions fait la leçon sur l'épistémologie. On avait dit qu'il fallait distinguer les scientistes, les scientifiques. Les scientifiques, ça renvoie à la science, alors que les scientistes renvoient au scientisme. Quelle est la différence entre les deux? Le scientisme, c'est en quelque sorte un fanatisme vis-à-vis de la science. Je pense bien que le mot n'est pas de trop, parce que le scientiste considère, et c'est le cas des positivistes et des néo-positivistes, que seule la science est en mesure d'établir des vérités dignes de son nom. C'est ça la position des scientistes, c'est la position du scientisme. Seule la science est en mesure et apte à établir
des vérités pour l'homme. Par conséquent, nous devons nous séparer de toutes les autres disciplines. Nous devons mettre de côté toutes les autres disciplines et nous concentrer sur la science, ou bien trouver des rôles subordonnés à ces disciplines-là par rapport à l'entreprise de la science. Alors que le scientifique, lui, c'est un praticien simplement de la science. Lui, c'est un praticien de la science. Il n'est pas a priori opposé, n'est-ce pas? Il n'est pas a priori opposé à la science. On peut être un scientifique tout en admettant l'existence de la philosophie, tout en admettant l'existence de la religion, et c'est d'ailleurs ce qui est plus courant, sans rejeter les autres types de savoir. Ok? Donc, nous avons choisi deux scientismes, à savoir le positivisme d'Auguste Comte, ce philosophe, père de la sociologie, Auguste Comte, et le néo-positivisme ou l'empirisme logique des membres du cercle de Vienne. Voilà les deux courants de pensée que nous avons choisis pour parler du scientisme. Tous les deux courants rejettent la pensée métaphysique. Pour les partisans de ces doctrines-là, la métaphysique n'a pas sa raison d'être. La métaphysique est une perte de temps. Que ce qui permet à l'homme d'aller de l'avant, c'est la science. C'est pourquoi je parle de fanatisme. Pour eux, la science suffit largement pour nous permettre de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, de répondre aux questions que nous nous posons. C'est pourquoi nous allons voir sur quel argument maintenant, comment ils vont poser le raisonnement pour expliquer pourquoi la métaphysique devrait disparaître. Nous allons commencer par le positivisme et nous enchaînerons avec le néo-positivisme. D'abord, ce que signifie positivisme. Dans le mot positivisme, il y a le mot positif. Sauf que, ici, il faut s'empresser de le clarifier. Positif ici n'est pas le contraire de négatif. Ici, positif, c'est ce qui renvoie à un fait. Un fait social, par exemple, ou à un phénomène. Ou à un phénomène. Voilà. Phénomène.
tout à l'heure avec Kant. Vous voyez? Et on avait dit qu'il y a une corrélation entre le phénomène et l'expérimentation. Ici. L'expérimentation. C'est pourquoi Auguste Comte, et pour qui veut aller plus loin dans la lecture, peut lire son ouvrage Cours de philosophie positive. Et Auguste Comte dit avoir découvert une loi qu'on appelle la loi des 3 états, qui décrit, laquelle loi décrit le processus qui permet à un esprit non scientifique d'être un esprit scientifique. Comment l'individu peut passer d'un esprit non scientifique, c'est-à-dire en expliquant les choses de manière non scientifique, en les expliquant de manière scientifique. Avec comme sous-entendu que c'est l'explication scientifique qui est l'explication la plus satisfaisante. On a bien dit la loi des 3 états, donc il y a 3 phases. La première phase, c'est le premier état. Que Comte appelle l'état théologique. L'état théologique qui correspond d'après lui à l'enfance de l'esprit. Pourquoi ça correspond à l'enfance de l'esprit? Parce que dans l'état théologique, l'explication est basée sur des êtres surnaturels. Donc ici, on fait référence aux êtres surnaturels. Je donne un exemple. Quand il y a un accident, beaucoup d'individus diront que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Quand quelqu'un procède de cette façon-là, il donne une explication théologique. Dieu est un être surnaturel. Quand quelqu'un est malade, il dit c'est Dieu qui m'a rendu malade, c'est sa volonté. Si je suis malade, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il est dans l'explication théologique. Quand je dis très souvent aux élèves que nous ne sommes pas totalement sortis de l'explication théologique. Nos sociétés sont des sociétés très théologiques. On peut en donner un exemple très actuel, le Covid-19. Pourquoi le mot qui revient même de la bouche de certains scientifiques, ce qui est bizarre, c'est mbasmi, c'est-à-dire si je voulais traduire en français, une certaine malédiction venant de Dieu qui s'abat sur le peuple. On est dans ce que Comte appelle l'explication théologique. On n'est plus dans la rationalité. C'est pourquoi il y a 2 schémas qui se chevauchent dans cette maladie. Ceux qui tentent d'avoir un discours purement scientifique, purement médical, et d'autres qui sont dans le discours religieux pour essayer de justifier pourquoi la maladie et pourquoi elle est comme ça. Mais Auguste Comte dit, qui veut avoir un esprit scientifique doit dépasser ce premier niveau-là. C'est-à-dire, il dit, c'est comme un être humain. Quand on est enfant, il faut aspirer à être adulte. Et si on dépasse
ce premier niveau, on en arrive au deuxième état. Et le deuxième état correspond justement à l'état métaphysique. Et là, ça correspond à l'adolescence de l'esprit, l'adolescence de l'esprit. Et là, qu'est-ce qui change? C'est qu'on ne se réfère plus à des êtres surnaturels, mais à des abstractions. Donc, on fait référence on se base sur des abstractions, sur des concepts. Parce que Dieu est un être, les dieux sont des êtres, dans le cas des mythologies. Mais quand on dit, si on prend l'exemple de l'idée chez Platon, on a affaire ici à l'abstraction. L'eidos, l'idée avec I majuscule, est un concept. Et nous avons vu dans la métaphysique platonicienne que Platon nous dit qu'il y a un monde des idées. Et c'est le monde des idées qui constitue la réalité par rapport à l'irréalité que constitue notre monde. Si nous voulons comprendre réellement les choses, pénétrer le sens des choses, nous devons accéder à leurs idées. Donc c'est l'idée qui prime sur les idées avec I minuscule. Mais quand on dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge, parce que ce soit l'état théologique ou l'état métaphysique, tous les deux restent dans l'abstraction. On est toujours ici dans l'abstraction. Le changement radical ne s'est pas encore produit. Donc ici, on est dans l'abstraction. Quoi? Pour Auguste Comte, pour accéder au vrai savoir, au savoir digne de ce nom, il faut parvenir au troisième état. Ici, troisième état. Et le troisième état correspond à l'état positif. Rappelons la définition que nous avons donnée tout à l'heure du positif. Et c'est pourquoi la doctrine d'Auguste Comte est appelée positivisme, en référence au positif dont il parle dans le troisième état. Et là, nous sommes au niveau de la maturité de l'esprit. Donc l'esprit est majeur. Pourquoi l'esprit est majeur? Parce que maintenant, on ne fait plus référence à des abstractions. On porte l'étude sur des phénomènes. Donc, on étudie des phénomènes. Et là, il y a un parfum de kantisme ici, parce que Auguste Comte va dire quasiment la même chose que Kant. Il va dire que quand on étudie des phénomènes, on peut parvenir à des lois. Grâce à quoi? Grâce à l'expérimentation. Tout ce qu'on dit sur un phénomène, on peut le vérifier. Et si c'est vérifié, on découvre une loi. Et comme nous le savons, la science, c'est le lieu des invariants des lois. C'est ça qui fait que, pour Auguste Comte,
il n'y a, comme Kant l'avait dit, que les phénomènes, l'étude des phénomènes qui peuvent nous permettre d'accéder à des vérités dignes de ce nom. Et là, où se trouve la critique de Kant du positivisme, c'est à ce niveau-là, au deuxième état. On voit nettement ici que pour Auguste Comte, l'état métaphysique est une étape à dépasser. Ce n'est pas a priori mauvais que l'homme, qu'un individu, à un certain moment de sa vie, soit dans l'état métaphysique, mais s'il y reste, c'est là où il est condamnable. Parce qu'il doit grandir, dépasser ce niveau et parvenir à l'état positif. Et c'est là où il est maintenant, il a un esprit scientifique. Il ne va plus expliquer les choses en se référant à des êtres surnaturels, à Dieu, mais par sa raison uniquement, et en se basant au phénomène de la nature, il va produire des vérités vérifiables, testables, n'est-ce pas, pour le bien de l'humanité. En tout cas, pour Auguste Comte, la science est au-dessus de tous les savoirs. Et des sciences d'ailleurs, c'est la sociologie qui va être au-dessus. C'est pourquoi, c'est pour cette raison qu'on loge le positivisme Auguste Comte dans le scientisme. Donc je répète, si on considère le positivisme comme une critique de la métaphysique, c'est parce que pour eux, la métaphysique est une étape à dépasser sur le chemin du vrai savoir. Non, on va faire la même chose avec le néo-positivisme. Et comme son nom l'indique, néo, le nouveau positivisme, ça signifie qu'il y a des traits de ressemblance, voilà, entre, donc ici, je mets ça en rouge, le néo-positivisme, en l'occurrence, celui des membres du cercle de Vienne, la capitale de l'Autriche, où un cercle d'intellectuels qui se sont donné ce nom-là, se sont donnés comme objectif de montrer tous les errements de la pensée métaphysique afin de parvenir à une conception purement scientifique du monde. Voilà l'objectif. Parvenir à une conception purement scientifique du monde. En quoi faisant? En critiquant la métaphysique. Par le biais de deux instruments, à savoir une critique du langage, et en s'appuyant sur la logique, sur lesquelles vont s'appuyer ces critiques-là. Si nous prenons le langage, ils vont montrer que, sur le plan purement linguistique, quand vous avez un mot, par exemple, si nous prenons le mot tableau, un mot se forme toujours à partir d'un signifié et d'un signifiant. Il y a toujours un signifié et un signifiant. Le signifié, c'est le sens. Le référent,
diraient les linguistes, du mot. Alors que le signifiant, c'est le son, l'image acoustique du mot. Qu'est-ce que les membres du cercle de Vienne? Je dois dire que ce cercle-là s'est formé dans les années 20 jusqu'aux années 1939, parce que c'est le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale qui va mettre fin, qui va disloquer le cercle, parce que beaucoup d'entre eux étaient des juifs et ils vont se réfugier aux États-Unis. N'est-ce pas? Et les grands noms de ce cercle-là sont Carnap. Personne ne peut dire à quoi correspond Dieu, rationnellement parlant, ni l'âme, comme je l'ai dit, dans le corps de l'individu. Et que font les métaphysiciens? D'après les membres du cercle de Vienne, ils ne font que réifier les concepts. C'est pourquoi on trouve chez eux ce concept qu'on appelle la réification, ou bien la chosification. C'est quoi la réification, la chosification? C'est le fait d'utiliser un concept abstrait en donnant l'impression que ça correspond à une réalité. Je vais mettre ça. Ok? Le fait d'utiliser un concept vide de sens comme s'il en avait. Quand quelqu'un dit Dieu, il fait correspondre toujours l'image à un être. Souvent je dis aux élèves, c'est comme, avec toutes les réserves bien sûr, qui sont liées à cette comparaison-là, quand j'entends une voix à la radio, j'ai tendance à lui créer un visage. Jusqu'à ce que je vois la personne en question et que je puisse confirmer ou rectifier. La chosification également, ou bien la réification, c'est cela, quand j'utilise un mot, en donnant l'impression que ce mot-là correspond à une réalité bien précise. Alors que tel n'est pas le cas pour les membres du cercle de Vienne. C'est pourquoi quelqu'un comme Carnap disait qu'il faut faire une police du langage afin d'extirper tous les mots métaphysiques de notre langage. C'est le prix à payer, la condition sine qua non pour parvenir à une conception purement scientifique du monde. Nous devons mettre en congé la pensée métaphysique en enlevant tous les mots métaphysiques de notre langage quotidien. C'est la même chose avec la logique. Hein? Les affirmations des métaphysiciens violent les principes de la logique. Dieu est, il manque souvent le lieu ou bien le temps, mais on prononce la phrase comme si ça sous-entendait le lieu ou le temps. Ce qui est une aberration sur le plan purement logique. Mais, je le dis souvent aux élèves, vous pouvez vous contenter, parce que il ne suffit pas de dire le point de départ kantien, la critique kantienne de la métaphysique. Ce qu'on attend de vous pendant l'année et au bac, c'est quand vous dites des choses que vous puissiez expliquer comme nous l'avons fait ici. C'est là où le bas blesse, souvent au niveau des élèves. Sur les affirmations, beaucoup retiennent très bien. Mais là où il y a des failles, c'est quand
qu'il faut maintenant expliquer. C'est bon de savoir que les néopositivistes ou les membres du cercle de Vienne ont critiqué la métaphysique, mais c'est mieux de pouvoir l'expliquer. Sur quoi, comment ils ont expliqué cela. Comment ils ont bâti le raisonnement. Sur quel argument ils se sont basés pour aboutir à cette conclusion. Pourquoi Karl Marx disait que personne ne peut les mener à la métaphysique, ne peut plus les mener à la métaphysique, ni Dieu, ni diable. Là, je le cite. Je le cite. Vous voyez nettement que quand nous disons que les membres du cercle de Vienne sont des anti-métaphysiciens, c'est pour ces raisons-là, principalement. Voilà. Maintenant, on peut ajouter dans cette critique de la métaphysique d'autres penseurs comme Nietzsche, comme Marx, principalement les philosophes du soupçon. Mais déjà, un élève qui parvient à retenir ces quelques critiques, ça peut être relativement suffisant pour pouvoir réfléchir correctement sur un sujet, sur la métaphysique, ou participer à un débat sur la métaphysique, ou pourquoi pas écrire même sur la métaphysique. C'est pas. On va terminer avec le point C. On va terminer avec le point C, c'est possible. Pour laisser les deux points pour le dernier coup. Là, on a mis petit c l'actualité de la pensée métaphysique. Et j'ai dit en présentant le plan tout à l'heure que quand on parle de l'actualité de la métaphysique, c'est pour dire que malgré les critiques que nous venons de voir et d'autres que nous n'avons pas vues, la métaphysique reste toujours d'actualité. Autrement dit, l'homme ne peut pas s'empêcher de se poser des questions métaphysiques. Et là, je donne très rapidement une phrase de Schopenhauer, philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, à qui appartient cette phrase célèbre: l'homme est un animal métaphysique. L'homme est un animal métaphysique. Donc ça, c'est une référence que l'on peut utiliser. Vous voyez? Je vais revenir tout à l'heure sur l'expression. On peut utiliser également l'affirmation de Kant pour illustrer, toujours sur la métaphysique. Quand Kant nous dit la métaphysique est bien réelle, n'est-ce pas? La métaphysique est bien réelle, sinon à titre de science, n'est-ce pas? Du moins à titre de disposition naturelle. Une disposition naturelle. Je peux même continuer un peu. La métaphysique a toujours existé et
L'humanité a toujours existé et existera toujours. Voilà deux références que les élèves peuvent utiliser dans la réflexion pour montrer le caractère inéluctable de la pensée métaphysique. Maintenant, pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi? Pourquoi la métaphysique est inéluctable? Parce que qu'est-ce qui a amené justement le fait qu'on puisse penser qu'on peut abandonner la pensée métaphysique? Je l'ai dit, c'est avec le scientisme notamment, il y a d'autres raisons, mais en l'occurrence le scientisme. Mais la référence souvent qu'on donne, c'est celle de Descartes, dans le discours de la méthode, où il avait émis le souhait qu'un jour l'homme soit maître et possesseur de la nature. Ça aussi, les élèves l'utilisent beaucoup. Je peux mettre ça, donc Descartes. L'homme comme maître et possesseur de la nature. Mais l'erreur souvent qui est constatée sur les copies, c'est que Descartes n'a pas dit que l'homme est. À l'époque, au XVIIe siècle, c'était un souhait. Mais présentement, certains, quand je dis certains, en l'occurrence les scientifiques, donnent l'impression que ce vœu de Descartes a été réalisé. Au point que l'homme peut se suffire seulement de la science. Or, ces auteurs que j'ai mis au tableau, et d'autres, ont montré que nous n'avons pas que des besoins corporels, des besoins matériels. L'homme, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une plante qui n'a que des besoins de survie. La preuve, on a beau réussir professionnellement sa vie, on a beau socialement réussir sa vie, ce n'est pas pour autant qu'on a la sérénité, la quiétude. Ce n'est pas pour autant qu'on est heureux, qu'on est serein. Parce que on peut régler les besoins matériels, mais il y a toujours des besoins métaphysiques qu'on a du mal à régler. L'homme s'inquiète très souvent. C'est pourquoi cette sorte d'inflation des positions religieuses, l'homme a besoin qu'on le rassure sur le plan métaphysique. Il voudrait surtout savoir, s'il venait à mourir aujourd'hui, qu'est-ce qui adviendra de lui? Qu'est-ce qui adviendrait de lui? Malgré le discours religieux, les garanties données par les différentes religions, très souvent quand quelqu'un meurt, ses proches sont désemparés. Et on devient très métaphysique pendant quelques jours, n'est-ce pas? Parce qu'on est habité par cette idée de mortalité. Pourquoi Schopenhauer dit l'homme est un animal, c'est vrai, mais c'est un animal qui est métaphysique. Voilà. C'est-à-dire, c'est un être qui ne peut pas s'empêcher de se poser des questions métaphysiques. Il dit la preuve, et là, il faut visiter son ouvrage principal, hein, Le monde comme volonté et comme représentation, où il montre que nous n'avons pas que des besoins animaux, nous avons aussi des besoins métaphysiques. La preuve, il dit, allez dans toutes les sociétés, vous verrez soit des mosquées, des pagodes ou bien des temples, il y a toujours des choses qui renvoient à la métaphysique dans les sociétés. Donc, contre à ce que les scientifiques disent, l'homme n'est pas seulement préoccupé par des besoins matériels, il a également envie qu'on le rassure sur un certain nombre de questions beaucoup plus fondamentales qui sont des questions métaphysiques. On a beau être millionnaire, milliardaire ou bien un très bon poste, mais ce n'est pas pour autant qu'on est totalement rassuré. C'est la même chose que nous trouvons dans l'affirmation de Kant quand il dit la métaphysique est bien réelle, sinon à titre de disposition naturelle. Parce que notre raison, nous dit Kant, est fabriquée ou créée selon de telle sorte que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser des questions métaphysiques. C'est plus fort que nous. D'ailleurs, Heidegger dit, Martin Heidegger, c'est philosophe allemand du XXe siècle, si on ne va pas vers les questions métaphysiques, ce sont les questions métaphysiques qui vont vers nous. Et on n'a pas besoin d'être à l'école
en terminale, faire la philosophie pour se poser des questions métaphysiques. Même ceux qui n'ont jamais été à l'école se posent des questions métaphysiques sans savoir peut-être le mot français métaphysique. Parce que justement, ça fait partie de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres qui cherchons à manger, à boire, à nous faire plaisir, comme tous les êtres vivants. Mais à côté, il y a des préoccupations fondamentales concernant notre devenir dans un potentiel au-delà. Et ça, malgré tous les discours religieux, l'homme, de temps en temps, est saisi vraiment par ces préoccupations très graves. La métaphysique a toujours existé, existera toujours, quand elle est catégorique. Pour cette raison-là, qu'on le veuille ou non, malgré les critiques qu'on peut formuler, malgré les faiblesses, les difficultés pour réussir une pensée métaphysique consensuelle, il n'empêche que la pensée métaphysique est incontournable pour l'homme. Donc, dans cette partie, ce qu'il faut montrer, et en donnant des exemples très simples, que nous ne pouvons pas nous passer du questionnement métaphysique. Une chose est de montrer que c'est difficile d'avoir des réponses satisfaisantes. Une autre est de penser que quelqu'un peut vivre sa vie, toute sa vie, sans jamais se poser, se préoccuper des questions métaphysiques. Si on le fait au début, on ne le fera pas à la fin. Il arrive bien un moment dans la vie d'un individu que les circonstances l'amènent à se poser des questions métaphysiques, qu'il le veuille ou non. Voilà. Donc, je vais m'arrêter à ça pour aujourd'hui. Et les deux derniers points qui termineront la leçon, certainement la prochaine fois. Voilà. Et je suis à votre disposition pour des clarifications par rapport à tout ce que nous avons dit depuis 10 heures. Donc, je suis là jusqu'au minimum midi 30, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci pour votre attention. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des valeurs.